Elle s'appelle Ngozi Okonjo-Iweala. Elle a la soixantaine et vous vous en doutez, un CV bien fourni. D'ailleurs, elle se fait appeler Docteur Ngozi. C'est elle qui est devenue le 15 février 2021 la première femme et la première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce. Mais l'institution dont elle hérite n'affiche pas une bonne santé. Les tensions protectionnistes sont de plus en plus marquées. L'organisme de règlement des différends, une sorte de cour d'appel des litiges, est paralysé. Il y a 20 ans qu'aucun nouvel accord commercial n'a été signé. On ne sait pas comment intégrer les préoccupations climatiques dans les échanges. Ngozi Okonjo-Iweala va devoir tout redéfinir et imposer ses priorités. Comment et avec quels outils, quelles pourraient être aujourd'hui les attentes de l'Afrique à ce tournant historique du commerce mondial? En somme, quels sont les défis qui attendent l'OMC et sa nouvelle directrice? On en saura un peu plus tout à l'heure, mais nous avons baladé notre micro dans les artères de Libreville pour vous demander à vous, c'est quoi l'OMC? Vos réponses. L'OMC. OMC. Organisation mondiale de... L'OMC veut dire l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'Organisation mondiale du commerce. OMC, Organisation mondiale du commerce. OMC, non, aucune idée. OMC est le mot qui fait l'écho, voici les détails. L'Organisation mondiale du commerce est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Au cœur de l'organisation se trouvent les accords de l'OMC, négociés et signés par la majeure partie des puissances commerciales du monde et ratifiés par leur parlement. Le but est d'aider les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les importateurs à mener leurs activités. L'OMC est conduite par les gouvernements membres. Toutes les grandes décisions sont prises par l'ensemble des membres qui sont 164 au total, soit au niveau des ministres qui se réunissent normalement au moins tous les 2 ans, soit au niveau des ambassadeurs ou des délégués qui se rencontrent régulièrement à Genève où se trouve le siège de l'organisation. Depuis 2001, le cycle de négociation mené par l'OMC est le cycle de Doha. Bien que l'OMC ne soit pas une agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies, elle entretient des liens avec cette dernière. Le poste de directeur général est resté vacant plus de 5 mois après le départ de Roberto Acevedo le 1er septembre 2020. Le 15 février 2021 est nommée directrice générale l'économiste nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Nous recevons Steven Kaoubuga, un professionnel gabonais basé en Afrique du Sud depuis plus d'une dizaine d'années où il a effectué des études en économie et gestion d'investissement avant de se spécialiser en économétrie. Steven Kaoubuga, vous êtes économiste. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon 24. Bonjour Modeste, au plaisir de m'avoir aujourd'hui. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est quels étaient les enjeux de la création de l'OMC il y a une vingtaine d'années? Tout d'abord, j'aimerais vous ramener dans le cadre historique qui nous a amené à avoir justement une institution que l'on appelle aujourd'hui l'OMC. Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il était question de définir un certain ordre mondial. Et cet ordre mondial-là, évidemment, avait un impact économique et politique. En ce qui concerne, par exemple, l'économie, il était question de définir, par exemple, comment est-ce que les pays du globe allaient désormais échanger les marchandises et puis les capitaux entre eux. Donc, à cet effet, nous avons eu la création du GATT, du GATT, pardon, que l'on appelle en anglais General Agreement on Tariffs and Trade, qui est tout simplement en français l'accord général sur les tarifs et puis le commerce, en principe qui devait faciliter la libre-échange des marchandises. Cependant, en 1994, nous avons justement eu un accord des principes et tout, avec plusieurs pays du monde qui ont signé une pétition et qui a vu justement la création de l'OMC.
Donc, ceci étant, qu'est-ce que l'OMC fait? L'OMC, forcément, est l'héritière du GATT et au-delà justement de faciliter le libre-échange des biens et des capitaux, mais aussi d'assurer plutôt, de se rassurer justement que le libre-échange de ces biens-là en question se fasse dans une certaine norme. L'Organisation mondiale du commerce, donc l'OMC, fait face aujourd'hui à des défis qui touchent sa gouvernance ainsi que son travail de négociation d'accords, de surveillance et de règlement des différends. Comment est-ce que cela se ressent sur le fonctionnement du commerce mondial? Bien, je crois que cet aspect-là a deux volets. Il y a un volet qualitatif et un volet quantitatif. En ce qui concerne par exemple le volet qualitatif, moi je dirais par exemple qu'à travers la mise en place de certains standards et des normes dans des pays, cela a pu justement valoriser les organisations de producteurs et donc bien évidemment les produits à les rendre de plus en plus rentables et aussi valeureux sur le marché international. Et justement, le fait que, par exemple, ces pays, ces producteurs-là en question aient accès au marché international, cela leur donne aussi la possibilité justement de recevoir des capitaux de ces pays, enfin de ces pays avec lesquels ces pays-là s'engagent justement dans les libres échanges. Sur le fond des négociations, l'OMC n'a pas pu répondre à certaines attentes initiales fixées lors de sa création en tant qu'instance multilatérale de négociation. L'institution a beaucoup perdu de son influence au vu de surtout la multiplication des litiges commerciaux entre les États-Unis, ou on va dire les États-Unis et la Chine, ou tous les États membres, et un certain retour des logiques protectionnistes dans le monde. Quels sont selon vous les axes à réformer à court, moyen et long terme pour redonner à l'institution ses lettres de noblesse? Bien, j'aimerais rapidement clarifier que le retour au protectionnisme n'est pas une preuve que quelque part l'OMC a failli à sa tâche. C'est un peu une situation que l'on a pu remarquer dans des crises passées. C'est lié justement au renversement économique de certaines situations. On a pu par exemple le remarquer lorsque par exemple nous avons pu observer la crise immobilière de 2007. Et plus récemment, par exemple, depuis l'année dernière, nous avons pu remarquer que plusieurs pays se sont lancés justement dans des politiques protectionnistes, qui malheureusement en valaient la peine parce qu'il était question de fermer non seulement leurs frontières aériennes, portuaires et aussi terrestres à cause de la crise sanitaire. Et par rapport à cela, je crois bien que l'OMC était un peu limité à agir directement. En ce qui concerne les réformes, il est toujours question de toujours laisser la responsabilité ou bien le choix des pays de définir exactement ce qui leur convient. Parce que nous avons malheureusement cette contreuse habitude de penser que ce qui a marché à l'Occident ou bien ce qui a marché dans un pays américain, c'est nécessairement ce qui va marcher chez nous. Nous vivons des réalités économiques différentes, donc je crois qu'il serait un peu maladroit d'utiliser cette idéologie parce que nous nous engageons dans un commerce international, donc il est question que tous les pays justement qui participent à ces libres échanges-là vont forcément bénéficier. Forcément, il y aura des cas de force majeure où un pays malheureusement ne sera pas aussi compétitif que d'autres. Et puis bon, cela va se définir sur les termes d'échange. Au-delà de la fonction de négociation de l'OMC, la paralysie du système soulève également des questions urgentes sur sa capacité à maîtriser les défis importants de notre temps, tels que le commerce et le changement climatique ou la sécurité alimentaire, la volatilité des prix, le numérique. En quoi le changement de direction pourrait constituer un point d'articulation pour la réforme et le devenir de l'organisation? Certes, nous pensons qu'il y aura des réformes qui pourront être mises en place, mais gardons à l'esprit qu'une administration prend suffisamment de temps pour changer de mandat ou alors pour changer justement des politiques. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte le plus, ce n'est pas nécessairement, la vision nouvelle qu'un individu apporte, mais plutôt une continuité de ce qui a déjà été installé ou alors ce qui peut bénéficier le plus grand nombre de la
population. Et je crois bien que le concours des différentes nations par rapport au succès de ce mandat dépendra vraiment des politiques que nous mettrons en place qui viseront justement à accroître le commerce international et particulièrement intra-régional entre les différents pays ou bien les différentes zones que nous avons en Afrique. La réalité, c'est que l'OMC essuie quand même beaucoup d'échecs en termes de négociations et tout ce qui avait été mis justement quand on avait créé cette organisation-là. Et puis, on a un changement de visage. Est-ce que ce changement pourra réellement porter ses fruits? Quelle est la politique que propose Ngozi Okonjo-Iweala aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle propose aux États membres, aux 164 États membres de l'OMC? Est-ce qu'il y aura du concret cette fois-ci? Bon, je crois que le premier message fort que nous devons retenir, c'est que nous avons une femme. Et rappelons-nous que nous sommes un continent assez traditionnaliste, là où les femmes occupaient une place à l'arrière-plan, non seulement dans nos administrations, mais aussi dans nos différentes organisations. Je crois que ceci est plutôt un message porteur d'espoir. Parce que je me souviens, par exemple, qu'il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais encore lycéen, très peu de femmes occupaient, par exemple, des positions exécutives ou de direction ou bien des plus grandes instances dans le continent. Nous avons déjà pu, par exemple, remarquer que nous avons eu la première femme présidente au Sierra Leone il y a plusieurs années. Nous avons par exemple eu aussi par exemple à la tête du FMI Christine Lagarde qui a servi pendant 2 mandats et après elle a aussi toujours été remplacée par une autre femme. Je crois que c'est plutôt un message fort à la gente féminine que désormais vous êtes écoutés, désormais vous êtes valorisés et désormais il est question que vous preniez votre avenir entre vos mains. Et aussi je pense aussi que la jeunesse ne devait pas être lésée par rapport à cela parce que vous savez que la jeunesse représente la plus grande proportion justement de la population que nous avons sur le continent. Donc c'est aussi un message de diversité, un message d'espoir et aussi un message positif. Stevens Kaobuga, la nouvelle directrice générale de l'OMC le sait, elle devra améliorer la gouvernance de l'organisation, la fonction de gouvernance qui est l'une des responsabilités fondamentales de l'OMC, une tâche rude. La présidente d'origine nigériane, celle qui se faisait appeler la candidate des réformes, dispose de quoi comme outil pour atteindre cet objectif? Je crois qu'il est désormais question d'avoir davantage d'échanges, d'avoir désormais davantage d'échanges avec les différents leaders que nous avons sur le continent. Nous remarquons par exemple que l'Afrique est un continent assez marginalisé quand il est question par exemple de définir la taille des différentes régions dans le commerce international. Et ceci est tout simplement un résultat historique parce que justement il a fallu du temps ou bien il faut toujours du temps pour que nous atteignions un certain niveau d'industrialisation. Le message positif ici est que elle s'adresse directement à la jeunesse. Elle aimerait que les jeunes soient de plus en plus entreprenants. Et je crois que c'est aussi quelque chose que nous avons pu observer dans la plupart des pays. Désormais, les jeunes ont pris l'avenir entre leurs mains. Ils sont devenus davantage des entrepreneurs, davantage des créateurs d'entreprises et aussi des innovateurs. Et aussi de se souvenir que désormais, il est question de justement d'inciter davantage l'entreprise privée parce que l'entreprise privée est le seul moteur de croissance et de création d'emplois. Et comment va-t-elle réussir à réduire les inégalités? Parce que les inégalités, il y en a. On a de grandes économies telles que la Chine, les États-Unis, l'Union européenne. Comment est-ce qu'on fera pour protéger ces petits pays qui n'ont pas forcément la même capacité économique que ces grandes puissances-là, en termes de commerce mondial, bien sûr? OK. Ce qu'il faut garder déjà à l'esprit est qu'il est difficile d'être dans une situation là où tout le monde gagne ou bien tout le monde est gagnant dans
ce système de libre échange. Si je prends un exemple simple, moi par exemple, je suis producteur de cacao et j'ai une certaine taille. Et vous, par exemple, Modeste, vous produisez du sel. Mais maintenant, si par exemple, à votre échelle, vous reconstituez un marché d'1 million, alors que moi, j'ai constitué un marché de 5, disons des 200 millions, je ne pense pas que les facteurs de production que j'ai dans mon économie seront les mêmes que ceux que vous avez. Produire, par exemple, un certain produit ou bien, même si c'est le même produit que je dois utiliser, le niveau de compétition ne sera pas le même. Pourquoi? Parce que nous faisons allusion ici aux facteurs de production. Malheureusement, les pays africains seront toujours en marge et c'est la raison pour laquelle que depuis plusieurs années, nous encourageons justement les échanges ou bien le commerce intra-zone. Pourquoi? Parce qu'en échangeant entre la zone, nous nous rassurons que nous motivons bien, nous redynamisons nos économies locales. Mais toujours est-il que j'insiste sur le fait que échanger, par exemple, entre les différents blocs que nous avons sur le continent va davantage nous bénéficier. Pourquoi? Parce que nous sommes non seulement voisins, les facteurs de production sont plus ou moins les mêmes et justement le transfert des capitaux ne coûtera pas aussi cher qu'il devrait le faire. L'Afrique demeure à 3% du commerce, dans le commerce international. Vous parlez donc de cette possibilité pour le continent de réellement faire partie de cette nouvelle dynamique du commerce international, si et seulement si ils s'en donnent les moyens. Et puis on a la zone de libre-échange continentale africaine entrée en vigueur en janvier 2021. Vous pensez que c'est un atout? Si oui, comment l'exploiter de façon à ce que ce soit réellement productif? Pendant longtemps, la plupart des pays africains se sont attelés justement ou se sont contentés d'être les plus grands importateurs ou exportateurs, disons les plus grands exportateurs des produits premiers que nous avons. Le secteur primaire a demeuré pendant très longtemps ou est jusqu'à nos jours, justement, le premier élément des revenus que nous avons dans nos économies. Et qu'est-ce que nous avons remarqué ou bien qu'est-ce que nous remarquons par exemple, lorsque nous observons la taille des échanges internationaux, c'est particulièrement les produits qui ont été déjà transformés. L'Afrique souffre justement d'un manque, d'un secteur de transformation qui permet justement à nos produits d'avoir une plus-value que justement nous sommes obligés d'avoir en important davantage les produits des premières nécessités. Réalisez par exemple que pendant longtemps, la part de l'Afrique dans le commerce international représente entre 2 et 3%. Et si l'Afrique pouvait évoluer à 4%, cela représenterait ou bien cela se traduirait justement par une augmentation des revenus d'à peu près 70 milliards de dollars. Et imaginez-vous un peu ce que l'Afrique peut faire avec une telle croissance financière ou économique. Chaque région d'un pays de l'OMC doit tirer profit des avantages du commerce. Mais comment y arriver? Parlons de l'Afrique, par exemple. Comment voyez-vous l'avenir des relations OMC et Afrique? Avoir une Africaine à la tête de l'OMC va-t-il changer le visage du commerce africain à l'échelle mondiale? Qu'en pensez-vous? Retenons que l'OMC n'est qu'un organe de régulation. Donc, les politiques commerciales sont mises en place par les différents États et ces États-là sont souverains. Donc, pour tirer profit justement du commerce international, il serait, je crois bien, plus intéressant pour ces différents pays-là de tirer profit d'abord de la libre-échange que nous avons bien dont nous bénéficions sur le continent. Ça, c'est déjà d'un point de vue. Et aussi l'impression que nous avons, par exemple, que l'Afrique est un continent qui vit un peu dans l'autarcie. Ceci est justement lié au fait que nous passons plus de temps à importer et nous nous engageons moins dans les échanges avec les pays voisins que nous avons. Donc, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cela? En ce qui concerne
par exemple, l'avenir des relations avec l'OMC, je pense, va dépendre de notre capacité à grandir les échanges intra-régionaux que nous avons sur le continent. Pour aplanir les conflits commerciaux mettant en prise non seulement la Chine et les États-Unis, mais aussi d'autres acteurs majeurs de l'économie mondiale, dont l'Europe, certains trouvent nécessaire de commencer par écouter, comprendre, bien communiquer et essayer de construire un meilleur dialogue. Le dialogue, d'accord, mais qu'est-ce qui va impliquer ce dialogue-là? Il est question d'avoir un dialogue franc, un dialogue honnête et de définir des nouvelles règles ou bien des nouveaux critères de libre-échange de marchandises, de produits et des capitaux. Parce que vous allez convenir avec moi justement que des crises ou bien des tensions politiques peuvent facilement se traduire par justement des crises économiques. Et je crois bien que la situation entre les États-Unis et puis la Chine, réalisez-vous que les États-Unis sont représentés, s'il faut parler par exemple du domaine des télécoms ou bien de la téléphonie mobile, nous avons Apple qui est l'un des plus grands vendeurs dans le monde. Et désormais, nous avons justement eu des marques telles que Huawei ou alors Samsung qui sont aussi devenus des très grands vendeurs qui produisent des téléphones qui ont plus ou moins, qui répondent plus ou moins aux mêmes demandes des différents consommateurs, mais à des prix vraiment réduits. Donc, c'est ainsi que nous entendons aussi justement des théories selon lesquelles finalement il y a du contre-espionnage et j'en passe. Mais vraiment, ce que l'on peut retenir dans tout cela, c'est le dialogue et une redéfinition justement des règles du commerce international. Et puis il y a la Covid-19. Le commerce mondial sous l'emprise de la Covid-19 a vécu une année noire selon l'Organisation mondiale du commerce. Face à cette crise sanitaire, les chiffres de l'OMC sont mauvais, mais si l'on veut préparer une reprise forte, le directeur général sortant disait qu'il sera essentiel de maintenir l'ouverture et la prévisibilité des marchés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Bon, gardons à l'esprit que les différentes économies ont des différents problèmes et des différents paysages sociaux et politiques qui définissent justement leur bonne gouvernance. Nous avons par exemple des industries qui sont porteurs de croissance et qui vraiment contribuent largement au PIB. Les industries par exemple de la production des boissons alcooliques et aussi par exemple les vignerons. Donc, imaginez-vous un peu que, par exemple, ces différentes industries-là ont été vraiment affectées et puis maintenant, désormais, s'ouvrir avec le reste du monde et puis voir un peu comment est-ce qu'on peut s'adapter aux nouvelles, justement, politiques et protectionnistes que certains États ont dû mettre en place par rapport à ces différentes industries-là en question. Donc, c'est tout simplement une suite logique de ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avons mis sur place certaines politiques à court terme visant à protéger certaines industries locales, mais désormais que nous nous ouvrons davantage avec le reste du monde. Mais est-ce que nos lois, est-ce que nos législations, est-ce que les politiques que nous avons mises en place durant 2020 vont toujours répondre, par exemple, aux certaines exigences que nous avons par rapport ou alors liées au commerce international en 2021. Parce que désormais, il est question de redéfinir, je crois bien, la cartographie des échanges mondiaux. Une organisation mondiale du commerce forte et plus agile pour relancer l'économie mondiale et surmonter les ravages causés par la pandémie de la Covid-19, c'est ce que souhaite la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Pensez-vous que ce soit possible? Je crois que notre nouveau responsable ou bien chef de l'OMC a désormais un nouveau challenge à voir dans quelle mesure est-ce que certains pays ont été un peu plus sérieux que d'autres lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par exemple, de ces fonds-là.
qu'est-ce qui a été fait, quelles sont par exemple les industries qui ont été protégées, quelles sont les industries qui sont en train de revoir ou bien d'observer une relance de leurs activités et comment est-ce qu'on peut se rassurer que ces États en question n'observent pas, par exemple, une croissance négative à long terme. Ça, c'est vraiment l'un des plus grands challenges qu'elle aura, mais je pense qu'elle aura le soutien de nos différents leaders du continent. Avant de nous quitter, la question de l'internaute, il s'agit de celle de Kofi depuis Lomé, c'est au Togo. Il dit: l'Afrique a-t-elle raison de miser ses espoirs sur la nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala? Le continent ne risque-t-il pas d'être déçu? Donc, je pense que le problème ici, c'est peut-être un peu la gestion des attentes que nous avons tout un chacun sur le continent. Nous avons un enfant du continent qui est désormais à la tête d'une si grande institution. Qu'est-ce que réellement elle peut faire ou bien qu'est-ce que réellement elle peut changer en un mandat? Je ne pense pas qu'elle puisse changer le monde. Mais par contre, je pense que nous devons garder à l'esprit que le succès de son mandat dépendra au concours justement des différents leaders qui ont à bien mener les différentes politiques qui minent à converger dans le commerce international et aussi à se rassurer que justement les réformes que nous avons dans nos institutions soient toujours prometteurs ou alors facilitent toujours la libre-échange sur le continent. Mais ce qui est vraiment plus important ici, là, et j'aimerais insister sur cela, c'est vraiment l'échange entre les zones que nous avons sur le continent. Les échanges intra-régionaux. J'entends par là, nous avons par exemple la zone CEMAF, nous avons la zone UMEA, nous avons par exemple la SADC. Qu'est-ce que nous avons fait réellement sur le continent, ou bien pendant les 10 dernières années, à redynamiser ces échanges? Qu'est-ce que nous avons fait en termes de libre-échange? Très bien, merci beaucoup Steven Sekaouboga. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous avez répondu à nos questions depuis Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. L'OMC fait face à des défis qui touchent sa gouvernance et sa capacité de négocier des accords, de surveiller leur respect et de régler les différends. Cependant, des pays dans le monde continuent d'appuyer le système commercial multilatéral. Le nouveau directeur général, disons la nouvelle directrice générale, doit avoir la conviction que l'OMC est appelé à s'adapter aux nouvelles réalités, aux nouvelles formes de commerce et aux nouveaux acteurs clés. Ngozi Okonjo-Iweala devra retrousser les manches et se tenir aux côtés des membres pour faire entrer l'OMC dans le XXIe siècle. Elle est la seule personne qui peut et doit défendre l'OMC sans intérêt particulier au-delà de ceux de l'organisation elle-même. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Regardez tout juste en bas, s'affichent nos différentes plateformes sociales. Et surtout, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir et à très bientôt.